Dans exactement 4 mois, des millions d'entreprises françaises vont se réveiller et découvrir un truc dingue. Ah oui, le fameux réveil brutal. Ouais, elles vont découvrir que le joli petit fichier PDF qu'elles envoient par mail à leurs clients, il n'a pratiquement plus aucune valeur légale. C'est totalement ça. C'est vraiment la fin d'une époque. On a tous ce sentiment de satisfaction, tu sais. On termine une mission, on génère une belle facture avec son logo, on clique sur envoyer et on se dit « ça y est, je suis à la pointe du numérique ». Sauf que, en fait, c'est juste un mirage technologique. D'un point de vue informatique, envoyer un PDF par mail aujourd'hui, c'est un peu comme prendre une photo Polaroid d'une lettre manuscrite. C'est une super comparaison, ça. Et ensuite, tu envoies cette photo par la poste. Pour la machine en face, c'est juste un assemblage de pixels. L'ordinateur, il n'a absolument aucune idée de ce qu'est le montant hors taxe ou le taux de TVA. Ni même le numéro de SIRET, quoi. Et exactement. Il faut qu'un humain ouvre le document, le lise et retape tout ça manuellement dans son propre logiciel, avec évidemment toutes les erreurs de frappe que ça implique. Bon, on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Parce que dans notre analyse, on plonge au cœur d'une des réformes les plus massives et pourtant les plus invisibles de notre économie. La réforme de la facturation électronique. Voilà. Notre mission pour cette émission, c'est de séparer la théorie de la réalité. On a épluché les guides gouvernementaux de la DGFiP, on a regardé la vision de l'Ordre des experts comptables. Qui est très instructive d'ailleurs. Ouais, vraiment. Et on va aussi confronter tout ça à une étude de terrain de Shine et Occurrence sur les petites entreprises. Parce que derrière le jargon, c'est une révolution qui arrive le 1er septembre 2026. Et le calendrier, c'est vraiment le premier élément de choc. À cette date-là, paf, la bascule s'opère. Les grandes entreprises et les ETI auront l'obligation d'émettre leurs factures dans un format électronique structuré. D'accord, donc ça c'est pour les gros acteurs. C'est ça. Mais la vraie onde de choc, c'est pour la réception. Toutes les entreprises françaises, sans aucune exception, devront pouvoir recevoir ces factures. Même le graphiste en micro-entreprise. Même lui. L'obligation d'émettre pour ces petites structures, ça viendra en septembre 2027, un an plus tard. Donc l'excuse classique du petit indépendant qui dit « Oh, je fais très peu de chiffre d'affaires, l'État viendra pas m'embêter », ça tient plus du tout. Ça ne tient plus. S'il n'est pas équipé en septembre 2026, ses propres fournisseurs ne pourront tout simplement plus lui envoyer de facture. C'est fou. En gros, on passe d'un vieux système de télégramme à une vraie application de messagerie instantanée ultra sécurisée. C'est une très bonne image, la messagerie instantanée. Parce qu'on abandonne le document figé pour passer à de la donnée structurée, souvent du fichier XML ou JSON. Et donc, le mail traditionnel, c'est terminé. Fini. Banni du processus. On ne pourra plus s'envoyer de factures de boîte mail à boîte mail, il faudra obligatoirement passer par ce qu'on appelle des nœuds de communication. J'ai vu ces acronymes dans les sources, les fameuses PDP et le PPF. Voilà. Les plateformes de dématérialisation partenaires, ce sont les plateformes privées, et le portail public de facturation, c'est la solution gratuite de l'État. Concrètement, c'est comme choisir un opérateur téléphonique. Soit tu prends le portail de l'État, soit tu payes un abonnement à une plateforme privée qui a un agrément très strict. C'est ça. Et le rôle de la plateforme, ce n'est pas juste de transférer le fichier, elle va extraire la donnée, la vérifier et surtout envoyer une copie carbone instantanée à l'administration fiscale. En temps réel. En temps réel. Elle agit comme un filtre. Si tu mets un mauvais numéro de TVA, la plateforme rejette la facture directe, avant même que le client ne la voie. Waouh, le contrôle est carrément intégré dans le tuyau. Exactement. Ce qui nous amène à un truc qui m'a donné un peu mal à la tête dans les guides, la complexité des règles. Sur le papier, le invoicing, ça a l'air simple. Une boîte française vend une autre boîte française, B2B domestique. La théorie est belle. Sauf que la vraie vie, c'est pas toujours des cases bien droites. Et c'est là que j'ai découvert le deuxième terme, le e-reporting. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que l'administration a dû combler les trous de la raquette. Le e-invoicing pur, ça ne marche que si les deux entreprises sont en France et assujetties à la TVA. Ok. Mais comment on fait pour un boulanger qui vend des baguettes à des particuliers? On ne va pas forcer un citoyen à ouvrir un compte gouvernemental pour acheter son pain. Bien sûr que non. Et pareil pour l'export. Tu ne peux pas obliger un client allemand à utiliser le système français. Donc c'est là qu'intervient le e-reporting. Tout à fait. L'État ne demande pas la facture individuelle dans ces cas-là, mais un résumé. Le logiciel de caisse du boulanger va envoyer un fichier agrégé, disons à la fin de la journée ou de la semaine. Donc un e-reporting avec le total des ventes et la TVA. Et j'ai vu qu'il y a aussi le e-reporting de paiement, non? Oui, pour prouver que l'argent est bien rentré sur le compte.
Alors attends, je te propose un petit test. J'ai imaginé un cas pratique croisé, histoire de voir si on a bien compris. Vas-y, je t'écoute. Imaginons une PME du bâtiment. Elle refait la maison d'un particulier. Mais pour ça, elle engage un électricien français et elle sous-traite la plomberie à une entreprise en Pologne. Comment ça marche là-dedans? C'est le parfait exemple du chaos administratif. On mélange tout. Alors, le particulier, c'est du B2C. Donc la PME fait du e-reporting. Elle envoie ses données agrégées à l'État, sans facture électronique pour le client. Ok, ça c'est réglé. Et pour l'électricien français? Là, on a deux pros français, donc e-invoicing classique. L'électricien envoie sa facture via une plateforme. Mais attention, dans le bâtiment, il y a la subtilité de l'auto-liquidation de la TVA. Ah oui, parlons-en de ça. Avant, il fallait juste écrire une petite phrase obscure en bas du PDF. C'est ça. Le principe, c'est que c'est l'acheteur, donc la PME, qui garde et déclare la TVA, pour éviter que le sous-traitant ne s'évapore dans la nature. Avec la réforme, la plateforme va juste lire une balise dans le code XML. Et l'information va se ranger toute seule dans les brouillons de déclaration de TVA des deux boîtes. C'est brillant. C'est la beauté mathématique du truc. Et pour ton plombier polonais, là, on sort de la France. Sa facture ne passera pas par une plateforme française. C'est à la PME française de créer un e-reporting d'acquisition pour signaler la transaction à Bercy. Mais c'est un truc de fou. Faut presque un diplôme en fiscalité pour s'en sortir. Et il y a d'autres exceptions. Moi, j'ai bloqué sur les professions médicales. Un dentiste, c'est exonéré de TVA. Oui, les actes médicaux n'ont pas de TVA. Donc logiquement, ils sont hors du système, non? La logique humaine dirait oui, mais pas la logique des flux. Le dentiste ne va pas émettre de facture électronique pour ses patients. Pas de e-invoicing, pas de e-reporting pour ses soins. Ok, donc il est tranquille. Sauf que non. Parce que ce dentiste, il paye l'électricité de son cabinet, il achète des fauteuils médicaux, tous ses fournisseurs, eux, sont dans le système. Ah, je vois. Donc, s'il ne choisit pas une plateforme pour s'immatriculer en réception d'ici septembre 2026, la plateforme de son fournisseur d'électricité va bloquer. Le fournisseur ne pourra plus lui envoyer de facture. Donc, obligation absolue d'être équipé en réception, même pour les exonérer. Exactement. Personne ne passe entre les mailles du filet. Et c'est pareil géographiquement. Les dom-toms, c'est super nuancé. Oui, j'ai vu Guadeloupe, Martinique, Réunion, il y a de la TVA, donc e-invoicing. Mais Guyane et Mayotte sont hors champ, donc là, c'est du e-reporting international comme un pays étranger. C'est d'une complexité folle sur le papier. Et ça nous amène au vrai sujet qui fâche. Le déploiement sur le terrain. L'administration a créé une architecture parfaite en labo, mais le niveau des entreprises est tellement hétérogène. Et là, je mets les pieds dans le plat. L'étude Shine et Occurrence sur les très petites entreprises, les TPE, c'est un choc. Près d'un dirigeant sur 4 n'a jamais entendu parler de cette réforme. C'est énorme. Et 1 sur 5 fait encore ses factures sur Excel ou sur un vieux carnet à souche. Quand je vois ça, j'ai l'impression que l'État arrive avec un bulldozer sur des indépendants qui ne savent même pas ce qu'est une API. L'inquiétude est hyper légitime. Le choc culturel va être violent. Demandez à un artisan de 55 ans, qui fait ses factures le dimanche matin sur du papier, de comprendre qu'il doit vérifier des flux sur un portail numérique, ça donne le vertige. Surtout qu'il y a l'angoisse du budget. L'étude montre que la moitié des dirigeants sont très angoissés par les coûts de ces plateformes privées. C'est compréhensible. Et la charge mentale. Seulement 13% des TPE externalisent leur facturation. Ça veut dire que le menuisier ou le graphiste, ils sont tout seuls devant leur écran. Ils vont devoir se former. Si le numéro de SIRET de leur client est faux, la plateforme rejette tout. C'est un vrai coût en temps et en énergie. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe mis en lumière par l'étude. Une fois l'angoisse initiale passée, 56% de ces dirigeants admettent que ça va leur faire gagner du temps. C'est vrai, l'étude montre ça. Le frein, c'est pas la technologie. Les échanges cryptés, ça existe depuis longtemps. Le problème, c'est l'isolement. L'étude montre que l'accompagnement change absolument tout. Oui, les clients des banques en ligne comme Shine sont 2 fois plus sereins. Parce que pour eux, ça sera sûrement juste une mise à jour de leur appli. La banque gérera les API en coulisses. Voilà. Et l'avantage, c'est le fameux cycle de vie de la facture. Aujourd'hui, tu envoies un PDF, tu ne sais pas si le client l'a reçu ou s'il est perdu dans les spams. Tu attends et tu pries pour être payé. Avec le nouveau système, c'est bidirectionnel. La plateforme te renvoie des statuts directs. Déposé, validé, rejeté, mise en paiement. Fini les heures passées à relancer les clients. Bon, le gain de temps pour l'artisan, je veux bien. Mais ça ne justifie pas à ce seul tout ce séisme bureaucratique. Pourquoi l'État veut-il vraiment cette réforme, ça? L'argent. Le moteur de Bercy, c'est la fraude à la TVA. Ça représente des milliards d'euros de manque à gagner chaque année. À ce point-là? Ah oui,
Une facture PDF, c'est trop facile à falsifier. Un petit coup de Photoshop, tu crées une fausse dépense, tu l'intègres dans ta compta et tu demandes à l'État un remboursement de TVA sur un achat fantôme. Et le temps que l'inspecteur des impôts vienne vérifier, la boîte bidon a fermé. Exactement. Avec ce nouveau système, la fraude artisanale, c'est terminé. Si la boîte A déclare avoir payé 2000 € de TVA à la boîte B, l'algorithme vérifie instantanément si la boîte B a bien émis la facture correspondante. Si c'est pas le cas, alerte rouge. Le recoupement est automatique. C'est redoutable. Le contrôle devient préventif, en temps réel. Et l'autre grand avantage pour l'État, c'est la data économique. Actuellement, Bercy pilote l'économie en regardant dans le rétroviseur, avec des mois de décalage. Ouais, avec ce système, ils auront un monitoring en direct de la santé du pays, secteur par secteur. C'est une révolution pour eux. Mais tu sais, il y a une autre profession qui va être complètement bouleversée. Les experts comptables? On a regardé l'interview de Jean Saforce de l'Ordre des experts comptables. C'est une crise existentielle et une renaissance en même temps. Ça représentait une énorme part de leur modèle économique. Et là, paf, la donnée arrive déjà formatée et certifiée par les plateformes. La saisie manuelle, c'est fini. Fini, du jour au lendemain. Jean Saforce parle de la profession comme d'un, cherche le terme, un aiguilleur du ciel financier. C'est une excellente métaphore. Le comptable ne fait plus décoller chaque avion à la main. Il gère l'espace aérien. Il s'assure que les flux de données atterrissent au bon endroit en toute sécurité. Il a aussi parlé de l'examen de conformité fiscale, l'ECF, et du triptyque facture, caisse et FEC, le fichier des écritures comptables. Oui, comme la donnée est certifiée à la source, l'expert n'est plus là pour prouver que la facture existe, il est là pour analyser la stratégie. L'objectif final de l'État, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA et de résultats pour les entreprises. Comme pour nos impôts sur le revenu aujourd'hui, on vérifiera juste les cases. C'est ça. Le comptable devient un analyste prédictif. Il va créer des tableaux de bord en temps réel, anticiper les trous de trésorerie. C'est une vraie montée en gamme pour eux. Quand on met tout ça bout à bout, le tableau final est fascinant. C'est pas juste un changement de format informatique. L'État français est en train de se doter d'un système nerveux central numérique. Absolument. Chaque transaction devient une petite impulsion électrique dans une matrice nationale. On passe vraiment à une économie synchronisée. Mais ça m'amène à une réflexion finale, un peu vertigineuse. Si Bercy et le gouvernement ont soudainement accès au volume de transactions, au délai de paiement, au carnet de commandes, minute par minute. Le pouvoir d'anticipation devient immense. Justement, est-ce qu'on ne risque pas de voir les décisions politiques de demain dictées par ces algorithmes IA ? On pourrait imaginer un plan de sauvetage financier déclenché automatiquement par une IA de Bercy qui voit s'effondrer le e-reporting d'une filière agricole avant même que les médias n'en parlent. C'est une vraie question. La frontière entre le simple monitoring et une forme d'interventionnisme automatisé va devenir très fine. Voilà une idée que ceux qui nous écoutent pourront méditer de leur côté. Comment cette montagne de données va redéfinir la gouvernance de demain ? En tout cas, notre mission de décortiquer tous ces dispositifs est accomplie pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour, oui. La prochaine fois qu'on devra envoyer un PDF en pièces jointes, on le regardera peut-être avec un peu de nostalgie, c'est déjà de l'histoire ancienne. Merci pour cet échange et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chronique du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.